Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. C'est la fin du cycle. Vous avez bien vu, on aura donc projeté 8 films. On peut en projeter évidemment beaucoup d'autres et faire d'autres choix. En fait, je trouve très intéressant de commencer le cycle avec Visconti, de finir avec Mario Bava. Parce qu'il y a des liens entre les deux films. Et parce qu'on pourrait presque dire que ce sont deux films qui, du point de vue visuel, vous allez le voir, esthétique, sont obsédés par les mêmes motifs, si ce n'est que l'un a travaillé dans le domaine des super auteurs, hyper artistiques, c'est le cas de Visconti, qui est reconnu comme tel par la critique, et que l'autre a toujours été un cinéaste qui a travaillé dans des genres, avec très très peu d'argent, un peu fauché, qui a été une sorte de magicien, si vous voulez, de l'image et des films de genre, mais que la critique a mis un temps plus que fou à reconnaître, et même encore aujourd'hui, la plupart des gens ne connaissent pas ou très mal Mario Bava. Et parmi les critiques, je pense qu'il y en a sans doute 2 sur 3 qui n'ont jamais vu un film de Mario Bava. Bon. Et pourtant, Bava, c'est un cinéaste, donc on ne pouvait pas faire de cycle italien sans en passer par lui à un moment. Le mois dernier, on a passé Profondo Rosso, l'un des chefs-d'œuvre de Dario Argento, et je pense que j'ai dû vous parler de Mario Bava une première fois à cette occasion-là. Parce que Mario Bava, il est connu pour plusieurs raisons, pas forcément toujours pour de bonnes raisons, mais parmi les 2 raisons qui sont les plus connues, il y a le fait qu'il a été l'inventeur du giallo cinématographique. Vous savez, le giallo, c'est le genre dont on a parlé le mois dernier. Mais il se trouve que c'est Argento qui lui a donné ses lettres de noblesse, si vous voulez, qu'il a ultra popularisé et qui a lancé cette espèce de vague gigantesque qu'on a évoquée le mois dernier. Mais celui qui a posé, on pourrait dire, les codes, les conventions au cinéma, qui est d'abord un genre littéraire, c'est Mario Bava, avec 2 films qui sont d'abord La fille qui en savait trop en 63, et ensuite 6 femmes pour l'assassin, un an plus tard. La fille qui en savait trop est un film en noir et blanc. 6 femmes pour l'assassin est un film en couleur, qui est un giallo qui se passe dans le monde, dans l'univers de la haute couture, si vous voulez. Bon. Et Bava, il est connu donc d'abord pour ça, pour avoir été l'inventeur du giallo. Et il est aussi connu pour le film que vous allez voir ce soir, parce qu'après avoir inventé le giallo, il a il a été le précurseur, parce qu'à l'époque, quand il fait La Baie sanglante, il n'a aucun désir d'avoir une descendance particulière, et il ne pense pas non plus que ce film va créer un genre, ou plutôt qu'il va créer un genre dégénéré, qui est le slasher. Le slasher, vous avez sans doute entendu parler de ce genre, qui est un genre un peu abruti de la fin des années 70, début des années 80, qui naît aux États-Unis, notamment avec un film très emblématique qui s'appelle Vendredi 13. Vous avez sans doute entendu parler de Vendredi 13, Sean Cunningham. Et Sean Cunningham a fait Vendredi 13 il a eu l'idée après avoir vu La Baie sanglante de Mario Bava. Vous me direz, c'est dommage, parce que quand on voit la puissance de La Baie sanglante et quand on voit ce que c'est devenu reformulé par Sean Cunningham, il y a une sacrée déperdition. C'est pour ça que je vous parlais d'une sorte de descendance dégénérée. C'est complètement dégénéré du côté de ce que est devenu le slasher. Il n'y a quasiment pas de slasher intéressant, ou les slashers intéressants n'en sont plus, si vous voulez. Bon. Donc Mario Bava, en 2 mots, parce que je ne veux pas... Mario Bava, c'est un cinéaste qui incarne, on pourrait dire, presque de façon exemplaire, ce qui a été pour moi le fil rouge, si vous voulez, de ce cycle, et donc du cinéma italien des années 60-70, à savoir une sorte de mélange, de conversation permanente entre le populaire et la modernité, entre les clichés et l'expérimentation, entre la culture haute et la culture basse. Pour moi, c'est ça la grande puissance du cinéma italien, encore plus même que le cinéma américain. La grande puissance du cinéma italien, c'est qu'elle est capable de faire converser satanique et puis Michel-Ange, quoi, si vous voulez. C'est ça qui est très très beau. Faire converser le gore et puis Verdi. Bon. Mario Bava, il incarne ça exemplairement, comme d'autres, comme Argento, évidemment d'autres cinéastes, mais lui particulièrement. C'est quelqu'un, je vous rappelle, qui est né en 1914, donc il fait partie d'un cinéaste, un vieux routard du cinéma italien, et qui a été, son père était une sorte de fabricant d'objets, de décors pour le cinéma. C'était une sorte il y avait un côté extrêmement artisanal, et Mario Bava n'a jamais oublié la dimension artisanale du cinéma. Faire du cinéma, c'est créer de l'illusion, donner un désir, on pourrait dire, de fiction, produire de la croyance, et à partir de choses extrêmement simples. C'est pour ça que Bava a toujours
fait des films pour des budgets absolument ridicules, mais c'est pas grave parce qu'il avait un tel talent, on pourrait dire, de metteur en scène et de truqueur optique qu'il pouvait tout faire. Hein. Quand il fait La planète des vampires en 65, il doit créer l'illusion d'une planète gigantesque, hein, et il a 2 rochers et un sac en plastique. Et comment est-ce qu'il va faire un film avec ça? Et il le fait. Hein, grâce à un génie de la miniaturisation, des focales, des optiques, d'utilisation des miroirs, c'est absolument vertigineux, hein, de voir ce qu'il a été capable de faire. Donc c'est quelqu'un qui a d'abord été, dans l'histoire du cinéma italien, un chef opérateur important. Hein, il a travaillé notamment pour Rossellini, Ermanno Olmi et d'autres cinéastes. C'était un des chefs opérateurs, directeurs de la photographie, les plus prisés du cinéma italien dans les années 30 et 40 et même 50. Il était tellement bon d'ailleurs qu'à un moment, il s'est mis à signer ou à terminer des films que d'autres cinéastes ne finissaient pas, pour des raisons XY. Ils en avaient marre, ils étaient virés, etc. Et c'est notamment lui qui va terminer Les Vampires de Riccardo Freda ou La bataille de Marathon de Jacques Tourneur. Vous voyez, c'est quand même des gens importants. Et puis, il va faire ses débuts comme cinéaste, alors qu'il est dans le milieu du cinéma depuis déjà 25 ans, en 1960, avec Le Masque du démon. Vous avez peut-être entendu parler de ce film. Hein, Le Masque du démon, une sorte de conte gothique en noir et blanc en cinémascope avec Barbara Steele, qui est un des grands films, là pour le coup très connu de l'histoire du cinéma italien. Et donc, il va passer, Mario Bava, comme tous ses collègues dont on a cessé de parler depuis le début, par tous les genres à la mode. Hein, il a fait des films de science-fiction, il a fait des péplums évidemment, il a fait des westerns italiens. Alors c'est sans doute le genre dans lequel il s'est senti le moins à l'aise, et on pourra y revenir. Pour quelle raison Bava s'est pas senti très à l'aise dans le western? Il a fait évidemment des giallo, des films fantastiques, des shockers, tout ce que vous voulez. Il est passé par tous les genres, y compris même par des nudies quasiment, hein, des de comédies érotiques comme ça se faisait en Italie à l'époque. Mais comme tous les auteurs intéressants, c'est que sous les dehors de série B, de films travaillant à l'intérieur de conventions, de genre, quand on voit un film de Bava, au début, on a l'impression de voir un petit film. Et puis quand on le regarde bien, on se rend compte que c'est un grand film déguisé en série B. Hein, c'est ça qui est très très fort chez lui. Là, c'est ce qui est le cas avec La Baie sanglante. Vous allez voir, La Baie sanglante, le scénario, on n'oserait même pas le présenter à un producteur amateur. Ça tient sur un ticket de métro, c'est ridicule. Hein. Je ne veux même pas vous le dire, c'est ridicule. Mais c'est ça les grands films, hein, souvent. Hein, c'est que c'est pas le scénario pompeux qui a la couche d'une souris, non. Là, vous allez voir, c'est un tout petit scénario, mais alors il y a évidemment derrière un talent extraordinaire. Vous allez voir la façon dont Bava fait un grand film à partir de rien sur le papier. Il n'y a rien sur le papier. Hein. Et c'est pas dévoiler le film que de vous le dire auparavant. Et donc, Bava, il fera donc souvent des films fauchés dans différents genres, et notamment travaillant à l'intérieur du gothique, du giallo. Il est connu pour avoir été un des cinéastes qui a vraiment inventé cette espèce d'esthétique dans le cinéma italien, baroque, coloré. Hein. On reconnaît un film de Bava, notamment à l'époque, par sa qualité, ses éclairages. Des mélanges d'ocre, de violet, de vert, de jaune. C'est absolument magnifique ce qu'il peut faire avec de la lumière. Mais le film que vous allez voir là, La Baie sanglante, c'est un film qui est réalisé en 71, qui va sortir en 72. Et Bava meurt d'une crise cardiaque en 80. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est la fin, déjà le début de la fin de carrière de Bava. Or, Bava, on pourrait dire que sa carrière se divise en 2 moments. Il y a le moment extrêmement coloré, très très beau, où il passe par différents films. C'est notamment lui qui a réalisé un film, un des objets kitsch, pop les plus passionnants des années 60. On pense souvent à Barbarella, des choses comme ça. Mais il a fait un film génial qui s'appelle Danger diabolique. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un truc absolument incroyable en 66, où il s'amuse avec la mode des James Bond. C'est un film absolument passionnant. Mais on pourrait dire que la première partie de Mario Bava reste quand même à l'intérieur de genres très particuliers, avec une esthétique qui reste encore une esthétique extrêmement belle, très très soignée, etc. Avec des couleurs magnifiques, héritées du gothique, etc. Avec La Baie sanglante, Bava commence à changer son fusil d'épaule. C'est qu'il le dira lui-même. Cette fois, plutôt que de raconter l'histoire de Vourdalag, de contes anciens, de malédictions, de péplum, d'invasion extraterrestre, de toutes ces choses-là, j'ai envie de me coltiner, on pourrait dire, au réel de l'Italie de l'époque. Et donc, il va faire La Baie sanglante. La Baie sanglante, c'est, si vous voulez, c'est l'arrivée, c'est l'intrusion du réel, de la réalité, à l'intérieur du cinéma de Mario Bava, qui était jusque-là un cinéma, on pourrait dire, un cinéma de l'imaginaire, un cinéma de la bulle magnifique, mais qui semblait être à l'intérieur de genre et pas du tout, on pourrait dire, contaminé par le réel. Là, c'est pas le cas. Et donc, vous allez voir, évidemment, ce que ça produit. Alors, je ne vous en dis pas plus. Il y a une chose aussi que je voudrais quand même vous dire, c'est que ce qui est très intéressant, c'est que Bava, comme tous ces cinéastes-là, ça c'est son 17e ou 18e film, hein, quand même, et il en fera à peu près 22-23. Je vous dirai tout à l'heure un mot des films qu'il fera après. Bava, comme tous les cinéastes qui ont travaillé dans le cinéma italien à l'époque, avec un tout petit budget, et il a évidemment fait des grands films,
et fait des films beaucoup moins intéressants. Et il le reconnaissait lui-même, il était même très sévère à l'égard de ses films. Il y a beaucoup de films qu'il a réalisés qui sont complètement ratés. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est de suivre la trajectoire de cet auteur-là. Finalement, peu importe qu'on soit devant un péplum, un film de science-fiction, un giallo, au fond, de quoi parlent les films de Mario Bava? Et c'est là qu'on commence à identifier ce que c'est que la trajectoire d'un auteur, toujours. Et il me semble que La Baie sanglante, c'est sans doute un des films où Bava s'est le plus dévoilé. Hein. Si vous voulez comprendre, ou en tout cas saisir, la vision du monde de Mario Bava, hein, et quand je dis vision du monde, c'est important, parce que ce n'est pas un film qui nous raconte une histoire, c'est un film qui développe une vision. Voilà. Je vous dis que ça, mais essayez de le garder en tête, parce que c'est ça qui compte. Hein. C'est la vision du monde. Vous allez avoir une vision du monde qui vaut ce qu'elle vaut, hein, pendant 80 minutes. Mais c'est ça que filme Mario Bava. C'est une époque où le récit, il n'en a plus envie. Il n'a plus envie de raconter des histoires. Hein. Il a envie de montrer des choses. Il a envie de développer des univers. Et vous allez voir évidemment ce que ça donne. Je ne vous dis pas, disons que ce n'est pas le Magicien d'Oz, quoi. Voilà. Alors, une dernière chose évidemment, c'est que le titre français... Bon, est nul, La Baie sanglante, bon, ça donne pas envie, on a l'impression de voir une série Z. Bon. Le titre, et je terminerai avec ça, il y a 2 titres italiens de La Baie sanglante. Le premier, c'est Réaction en chaîne, réactionner à catena, c'est Réaction en chaîne. Et vous allez comprendre en voyant le film pour quelle raison le film s'appelait comme ça. Et l'autre titre, qui pour moi est le plus beau, est sans doute celui qui définit le mieux ce qu'est le film, Ecologia del delitto, ça veut dire l'écologie du crime. Voilà. Donc si vous pouvez regarder le film en ayant en tête que le titre de La Baie sanglante, c'est évidemment pas La Baie sanglante, c'est l'écologie du crime, ça donne déjà une indication, à mon avis, très très précieuse sur ce que raconte ce film, qui est pour moi un des sommets du mélange entre le cinéma, on pourrait dire, expérimental et le cinéma populaire, entre des conventions héritées vraiment, pour le coup, d'une fiction, de la fiction de genre la plus, on pourrait dire, la plus commune qui soit, et en même temps une espèce d'exigence artistique phénoménale. Et cette rencontre-là, elle est dure à réussir évidemment, et je pense que La Baie sanglante, elle est totalement là, si vous voulez. Bon, vous êtes déjà totalement assommé. Je vous souhaite une bonne projection, et donc on se voit juste après donc La Baie sanglante, tout à l'heure. Moi, c'est un film que j'ai commencé à comprendre après 3-4 visions. Enfin, au début, je trouvais que c'était un film anodin si vous voulez, sans histoire, avec des personnages qui ne m'intéressaient pas. Bref, vous voyez, on voit très bien comment, la première fois qu'on voit ce film, enfin il me semble, hein, on se dit mais qu'est-ce que je viens de voir, quoi. Et puis en le revoyant, et aujourd'hui je pense que c'est vraiment un des grands films de la période. Et alors peut-être qu'avant qu'on discute, peut-être vous dire 2-3 petites choses. D'ailleurs, certaines, j'avais oublié de vous en parler juste avant, notamment sur les gens qui ont collaboré à ce film et qui jouent dans le film. Vous avez peut-être reconnu certains des acteurs. D'abord, le film est donc photographié par Bava. C'est intéressant parce que c'est un chef opérateur passé à la réalisation, et quand il est passé à la réalisation, il a continué à éclairer ses films. Il avait la double casquette, si vous voulez. C'est un film qui est aussi coécrit par Dado Sacchetti. Sacchetti, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit, notamment de scripts pour les films de Lucio Fulci. Je ne sais pas si Lucio Fulci vous dit quelque chose. D'ailleurs, Fulci aurait pu être un des cinéastes présents dans le cycle, mais disons que ce sont des films qui sont difficiles par moments à voir, et j'avais peur qu'il y ait une hémorragie au milieu du film. Déjà là, par moments, vous êtes courageux, d'entre vous êtes restés, mais Fulci, il faut quand même, il faut avoir le cuir tanné, quoi. Donc c'est formidable, mais c'est dur. Et donc Sacchetti, le scénariste, voilà, c'est un scénariste extrêmement important du cinéma italien de l'époque. Il a beaucoup écrit pour Fulci, pour des polars, d'ailleurs qui se réclamait lui-même comme un scénariste très engagé politiquement, très à gauche. Hein, et alors c'est intéressant d'avoir ça en tête quand on regarde La Baie sanglante. Et puis ensuite, alors, la musique, elle est extraordinaire. Elle est composée par un des grands compositeurs de musique italienne de l'époque, Stelvio Cipriani. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Cipriani, il a composé un nombre de musique incalculable. Il avait vraiment cette espèce de mélange constant, à la fois de mélodies lyriques, baroques. C'est vraiment tous des gens qui ont des formations classiques importantes. Et Cipriani a composé. Il fait partie de ces quelques compositeurs. Je mets évidemment de côté Ennio Morricone, qui ont beaucoup compté aussi, parce que le cinéma italien, et ça je vous l'ai souvent dit, ou je ne sais plus si je vous l'ai souvent dit, mais le cinéma italien, c'est aussi une bande originale. Hein, c'est que quand on aime le cinéma italien de cette époque-là, évidemment c'est quelque chose qui a beaucoup disparu aujourd'hui, la musique de film. Aujourd'hui on a des créateurs d'ambiance,
Je sais pas, quand on se dit qu'Alexandre Desplat, par exemple, est le grand compositeur de musique de film aujourd'hui, on se dit qu'on a quand même descendu quelques barreaux de l'échelle, quoi, si vous voulez. Ah bon. Et tout ça pour dire que c'est quand même une époque où il y avait de véritables bandes originales, de véritables compositions, et le cinéma italien, il est aussi indissociable hein, voilà, de Cipriani, de Luis Bacalov, l'homme qui a notamment composé la musique de Django, hein, de Franco Michalizzi. Ce sont des grands compositeurs de musique de film, et c'est important parce que la musique là, dans ce film notamment, joue un rôle important. Elle connote terriblement l'image. Il y a des moments où on se demande pourquoi cette espèce de musique lyrique mélancolique va sur une séquence de meurtre. La séquence d'ouverture est très très belle avec la comtesse, hein, évidemment, et puis cette espèce de musique guillerette, lounge, disco, on ne sait pas trop ce que c'est, hein, qui évidemment crée un effet de distance énorme, et notamment avec le retournement final avec ces deux gamins qui tirent sur leurs parents. Et puis, après, parmi les acteurs, on a là, on pourrait dire, une sorte de défilé de ce qu'a été le cinéma italien de l'époque, avec à la fois des acteurs comme Leopoldo Triste, c'est celui qui joue le rôle de l'entomologiste, qui lui est un acteur extrêmement sérieux, qui jouait chez Pasolini, hein, donc là on le voit jouer le rôle de l'entomologiste, avec Claudine Auger qui joue le rôle de Renata dans le film, qui elle a été une James Bond girl et qui a joué dans beaucoup d'autres films italiens, Luigi Pistilli, hein, qui est son mari, cette espèce de type un peu lâche, pas du tout vertébré. C'est un acteur qu'on a vu dans plein de films, et notamment dans Quelques dollars de plus de Sergio Leone, dans des westerns et dans des giallo. Et évidemment, Isa Miranda, grande star du cinéma italien hein, d'avant-guerre, c'est la comtesse qui se fait tuer au début, et Laura Betti, hein, qui est cette espèce de cartomancienne, coiffée comme une gorgone et qui se fait décapiter. Bon. Alors je pourrais continuer la liste comme ça, mais c'est aussi intéressant, c'est les acteurs du cinéma italien, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Oui, je le disais tout à l'heure, disons que j'ai pas envie d'écraser le film. Vous voyez, je suis convaincu que la plupart d'entre vous viennent de voir un film, parce que Bava, quand on lui demandait mais de quoi ça parle, La Baie sanglante, comme souvent, c'est des cinéastes souvent modestes, et c'est comme... Même, on a beaucoup ça chez les Américains, qui n'épiloguaient pas sur le sens du film. Et pourtant, le sens du film est clair. Ils disaient juste, c'est 13 personnages, 13 meurtres. Voilà. Et c'est vrai, hein, c'est que le principe du film, ça ne tient qu'à ça. Et alors la première chose qu'on peut se dire, c'est de constater que, alors peut-être que je ne sais pas si vous avez cette impression vous, mais que c'est un film dans lequel l'histoire, on pourrait dire, s'auto-détruit. C'est-à-dire que l'embryon d'histoire qu'il pourrait y avoir au début, hein, la comtesse est tuée, et celui qui tue la comtesse est tué. Là, on pourrait rentrer dans une histoire de bout de nuit classique, un truc à la Agatha Christie, si vous voulez, dans lequel on va chercher l'identité du meurtrier, celui qui va décimer cette petite population de la baie. Le problème, c'est que dans ce film-là, c'est pour ça que je vous disais que l'écologie du meurtre, c'est important, c'est que la pulsion, on pourrait dire homicide, est la chose la mieux partagée du monde. Hein. Autrement dit, il n'y a pas évidemment un criminel, il y en a 13. Et que c'est un film qui ne cesse finalement de montrer comment est-ce que le crime passe de main en main, hein, c'est de gigantesques passages de relais, et à la fin le fait de savoir qui tue n'a strictement plus aucune importance. Hein. Donc ça c'est important parce que c'est pas du tout un film, c'est un film qui commence, qui nous met sur deux fausses pistes. La première, on pense qu'on va rentrer dans un espèce de film baroque, hein, avec une espèce, voilà, on est dans des éclairages à la Bava façon années 60. À ce moment-là, on se dit très très bien, évidemment, ambiance même, baroque, ambiance gothique. On se dit qu'on est vraiment dans un conte gothique, type Le Corps et le Fouet. C'est un film qu'il a réalisé en 63, avec des éclairages extrêmement travaillés, une vieille femme paralytique, etc., qui regarde de façon très mélancolique la baie. Ça, j'y reviendrai. Et puis arrive dans le plan la corde qui tombe, et là, elle se fait tuer, et on change de registre. On passe, on pourrait dire, d'un cinéma gothique avec un certain type de convention du meurtre des années 50-60 à un cinéma, on pourrait dire, de la violence et du meurtre contemporain. Parce que c'est assez crade hein, comme film. Hein. Il y a une sorte de saleté volontaire d'ailleurs dans les meurtres. C'est relativement graphique. On voit du sang, c'est par moments assez glauque. Le personnage que vous voyez à la fin qui se fait donc harponner comme les insectes, hein, évidemment, c'est le personnage de Simon, hein, le fils illégitime. Il est joué par Claudio Volonté, qui est le frère cadet de Jamal Volonté. D'ailleurs, je trouve qu'il lui ressemble. Hein. Et ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est que ça fait partie des nombreuses subtilités qu'il y a, c'est que comme il est en permanence associé, on pourrait dire, il est à la mare, si vous voulez, à l'humidité, etc., et au poulpe notamment, il passe son temps, alors que les autres personnages ne transpirent pas, c'est le seul à être toujours mouillé. Parce qu'il est comme s'il avait été poulpisé, si vous voulez. Hein. C'est assez beau la façon dont le personnage, il y a un peu de poulpe sur lui. Bon, j'y reviendrai parce qu'il y a une des grandes qualités du film, en fait, c'est un film qui
Alors, je vous ai dit au début de l'intervention, il y a de la modernité dans La Bête sanglante. En fait, il n'y a que ça. Hein. C'est que si on l'aborde de façon classique, on se dit, il n'y a pas d'histoire, ou alors une histoire réduite vraiment, quasiment, à sa plus simple expression, il n'y a pas de personnage, c'est vrai. Les personnages sont quasi des caricatures. Heureusement que les acteurs, pour la plupart, sont très très bons. Ils n'existent quasiment pas. On n'a pas le temps de les développer, etc. etc. Il n'y a pas de résolution du récit du tout. Et il n'y a surtout pas de logique. Du point de vue de la mise en scène, c'est très particulier. Vous avez vu l'utilisation des zooms, la façon dont, par moment, on a le sentiment que le plan se perd dans du flou intégralement, et on change de plan par des flous. Ce sont des choses qui ne sont pas du tout orthodoxes à l'époque. Donc, d'un point de vue classique, c'est un film, si vous voulez, qui est, pour le coup, à côté de la plaque, qui est complètement raté. En même temps, si on change complètement de point de vue, on se dit qu'est-ce qu'il y a d'approche moderne dans la façon dont Bava fait ce film. Il ne faut pas oublier que quand un des traits de la modernité au cinéma, mais c'est vrai aussi bien en Italie qu'en France, qu'aux États-Unis, c'est la disparition progressive du récit. Hein. Quand la modernité, une des choses qui caractérise la modernité, si vous voulez, au cinéma, c'est l'idée que l'histoire, en fait, compte de moins en moins, voire ne compte plus du tout. On se débarrasse du récit. C'est-à-dire qu'on ne se débarrasse pas, évidemment, d'une vision, de choses à raconter, d'affect, d'impression, mais on se débarrasse de l'histoire, qui devient pesante. Et le film opère vraiment ça. C'est une destruction littérale, en permanence, si vous voulez, de l'histoire, qui est réduite à rien. C'est un ticket de métro. 13 personnages, 13 meurtres, et ce n'est rien d'autre que ça, La Bête sanglante. La deuxième chose importante, c'est la disparition, parce que la question de disparition du récit, quand on pense à ça, je ne sais pas pourquoi j'y pensais ce matin, mais ça n'a rien à voir, mais si, ça a quelque chose à voir, je pensais au film de Howard Hawks, par exemple. Là, ça n'a rien à voir, mais c'est intéressant de se dire que un des traits de la modernité de Howard Hawks, si vous connaissez un peu les films de Howard Hawks, de l'impossible Monsieur Bébé, en passant par Rio Bravo, Eldorado, jusqu'à Atari, par exemple, c'est que quand vous regardez l'évolution des films de Howard Hawks, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui est allé vers une sorte de disparition progressive du récit. Pour aller vers quelque chose de l'ordre de l'atmosphère, de l'ambiance, de la tranche de vie. Atari, par exemple, il ne se passe rien dans Atari, c'est juste pour ceux qui l'ont vu, ce film, c'est l'histoire le quotidien de gens qui font des safaris, des choses comme ça. Bon. Et la modernité de Howard Hawks, ça a été peu à peu, on pourrait dire, de supprimer la question du récit. D'ailleurs, il avait bien commencé, parce que dans Le Grand Sommeil, souvenez-vous, il y avait un récit extrêmement compliqué, personne n'y comprenait strictement rien. Ce qui était aussi une autre façon, c'est-à-dire par l'ultra-classicisme, en fait, à force de surdéterminer un récit, finalement, on le détruisait. Là, c'est la même chose qui se passe. Avec l'effet de modernité, c'est la façon dont on réduit à rien le récit. La deuxième chose, c'est la façon, et ça c'est intéressant, parce que c'est quelque chose qui est typique de Bava, c'est la façon dont il réduit des personnages à des silhouettes, à des figurines. Un des grands motifs de l'œuvre de Bava, et d'ailleurs qui a infusé, notamment dans Siamo aussi d'Argento, c'est l'idée au fond qu'il n'y a plus grand-chose qui distingue, c'est-à-dire que dans le cinéma classique, que ce soit italien ou américain, l'humain, il existe, si vous voulez, en tant que tel, il a une personnalité, et il se distingue de l'environnement, de la nature, des objets, etc. Dans le cinéma moderne, et dans le cinéma moderne italien, l'humain, on pourrait dire qu'il a perdu de son humanité. Alors, je ne parle même pas de ce qu'en font les personnages dans le film. C'est que ce sont, si vous voulez, des silhouettes, des figurines, des mannequins. Et d'ailleurs, un des grands motifs du cinéma de Mario Bava, ce sont les mannequins. C'est la façon dont finalement le devenir des personnages dans les films de Mario Bava, c'est le mannequin. C'est la figurine, c'est la statue. Le mannequin en osier, si vous voulez. C'est l'idée finalement qu'il n'y a plus que des silhouettes. C'est aussi important parce que c'est la modernité, et notamment dans le cinéma italien. Vous savez que la Rome ville ouverte, c'est 1945, et qu'il y a eu toute une histoire du cinéma italien construit sur les ruines de l'après-guerre, avec cette idée que l'humanité n'allait plus de soi. Et un des grands traits qui caractérise tout le cinéma italien, notamment, on pourrait dire après la guerre, après 1945, c'est aussi vrai chez Rossellini, que dans les films de genre, que chez Visconti, c'est cette idée que l'humanité, elle doit se battre, ou en tout cas on doit la redéfinir, elle ne va plus de soi. Et on a donc, si vous voulez, quand je vous disais tout à l'heure, j'aime bien l'idée qu'on commence avec Visconti et qu'on termine avec Bava, c'est parce qu'en fait ça parle d'un même processus de décomposition. Quand vous voyez les films de Visconti tardifs, qu'on a parlé de Violence et Passion, Mort à Venise, Le Guépard, sont des films qui sont hantés par la déliquescence, hantés par la ruine, hantés par la mort, hantés par la décadence. Et dans La Bête sanglante, et on pourrait passer d'autres films de Bava, etc., on a exactement le même processus, si vous voulez, de décomposition. Ça, c'est quelque chose qui est caractéristique du cinéma italien de l'époque. Alors,
Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Ce qui est assez fascinant, c'est qu'on voit bien que Bava et Visconti, ils sont contemporains, ils n'ont pas exactement le même âge, mais quasiment. Ils ont traversé la même histoire, à la fois de l'Italie et du cinéma italien. Ils n'ont évidemment pas fait le même type de film, mais ils ont par moments développé des motifs similaires. Et c'est assez intéressant de voir comment est-ce que Visconti a traité la question de la décomposition, l'idée que l'humain après la guerre, c'est plus une donnée en soi. La déréliction à la fois de l'humanité et de la société italienne, il l'a traité par le haut avec des grands sujets. Ludwig, les damnés, etc. Bon, Thomas Mann. Alors que Bava, il fait le même constat, il va utiliser le même type de motif, mais il va le traiter, on pourrait dire, par la culture basse. À savoir le slasher, le meurtre, le film de genre, des filles en bikini qui se baignent nues dans la plage, des types complètement débiles qui dansent. Enfin, vous voyez. Mais c'est qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font les mêmes constats, ils ont la même approche, mais l'un le travaille par la culture haute, ce qui est le cas de Visconti, et l'autre le travaille par la culture basse, ce qui est le cas de Mario Bava. Mais c'est leur seule différence. Et ce qui est évidemment très beau, c'est la façon dont tout ça converse en permanence. Parce que ce qui est assez osé dans La Baie sanglante, alors je ne sais pas si vous avez été sensible, c'est évidemment l'idée que les personnages, il n'y a plus de récit, qu'il n'y a plus de personnages au sens où on ne peut pas s'identifier à eux. Enfin, difficilement, au début on a un peu envie. Il n'y a que la comtesse d'ailleurs. La seule à laquelle on pourrait vaguement s'identifier, c'est la comtesse au début. Parce qu'on sent qu'il y a un lien affectif avec la baie, il y a une histoire. Le flashback nous expliquera après qu'elle ne veut pas céder, quelle que soit la somme qu'on lui donne, etc. Bon. Mais après, on n'a plus envie de s'identifier évidemment à ces personnages. On a affaire à un petit théâtre de la cruauté, si vous voulez, avec la grande métaphore des insectes, Bava posant sur ces personnages un regard d'entomologiste. Tout ce qui leur arrive, en gros, c'est ce que fait l'entomologiste avec les insectes. Ils se tuent les uns après les autres. Mais non seulement il n'y a pas d'identification possible, ou alors très faible, très compliqué si vous voulez, et ensuite, ce qui est évidemment à mon avis assez beau, c'est que ces personnages-là, au fond, n'ont qu'une seule motivation. C'est-à-dire qu'il réduit la complexité d'individus à l'intérieur d'un film. On pourrait se dire, oui, mais souvent c'est plutôt un argument positif. Quand on parle d'un film, on dit que ce sont des personnages qui sont complexes, ou alors le film restitue leur complexité. Là, pas du tout. On comprend au bout d'un moment, et c'est quand on fait un film complètement dingue, expérimental, cette idée que les personnages ne sont, on pourrait dire, mus que par une seule chose, c'est l'avidité, posséder la baie. Leur point commun, c'est ça, et pour ça ils sont prêts à tout, en l'occurrence à tuer. Donc au bout d'un moment, cette écologie du meurtre, c'est ça, c'est qu'il décrit une humanité, une humanité qui est prise à l'intérieur d'une baie, la mélangeant avec les animaux, avec la nature, c'est assez beau d'ailleurs, mais qui ne pense qu'à une seule chose, c'est acquérir la baie, et pour ça, qui est prête à tuer. Donc il y a même, non seulement il n'y a pas d'identification, mais il y a on pourrait dire une forme de vide, au sens où on fait le vide, si vous voulez, des personnages qui ont plus aucune autre motivation, si ce n'est strictement vénale, et pour eux le passage évidemment au meurtre est extrêmement simple. Et donc, ce qui fait qu'on a un film qui travaille non plus comme dans le cinéma classique par progression, autrement dit on va d'un point A à un point B. Autrement dit, à la fin, on n'en sait plus sur les personnages. La réponse, non. À la fin, on a compris quel était le motif. Là, on a compris dès le début. Ils veulent tous la même chose. Et puis à la fin, en gros, le but, c'est qu'il n'en reste plus aucun. Donc, ce n'est pas un film qui progresse justement par développement, mais c'est un film qui procède par accumulation. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué, parce qu'on voit bien combien de mauvais cinéastes font du principe d'accumulation de mauvais films. Je vous parlais tout à l'heure du slasher, dans le cinéma américain, qui va apparaître à la fin des années 70, début 80. Il n'y a que de l'accumulation, effectivement, des personnages qui se font tuer, etc., les uns après les autres, mais ça n'a strictement aucun intérêt. Alors que chez Mario Bava, ce qui est fascinant, c'est qu'il a supprimé la progression du récit, il a supprimé, on pourrait dire, les personnages. On n'a plus des figurines qui tombent comme des mouches, mais très littéralement, même s'il y a un art dans le meurtre, etc. Et finalement, à la fin, on n'a qu'une accumulation, si vous voulez, mais quasi expérimentale, de la même séquence et de la même action. C'est-à-dire que le film dure 1h20, mais il pourrait durer 1h40, il pourrait même durer 50 minutes. Au fond, il ne se passe pas plus de choses à la fin qu'au début. On a en permanence la même action qui est répétée. Après, il y a quelque chose qui moi, me touche beaucoup dans le film, c'est évidemment la mise en scène de Bava. C'est-à-dire que tout ce que je vous dis là, si ce n'est pas Bava qui réalise, on n'a plus du tout le même film. Là, ce qui est très très beau, c'est la façon dont, évidemment, il utilise à la fois le flou, le zoom, la façon dont il met en permanence les personnages en relation avec la nature. Donc il les intègre à une espèce d'écosystème
qui est hanté par la mort et la pulsion. C'est pour ça que j'aime beaucoup le début, le plan de la mouche qui tombe. C'est le destin, voilà, c'est ça les humains qui va filmer. Il vole, paf, il tombe et c'est fini. Voilà. Il réintègre le grand cycle global, le plan de poulpe sur le père, par exemple, qui est découvert dans la barque, etc. C'est-à-dire que ce qui est assez beau dans le film, c'est que c'est pas du tout un film, alors là encore une fois, la grande différence du cinéma classique, qui est, on pourrait dire, humano-centré, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire que le personnage n'est qu'une péripétie ou qu'un élément parmi d'autres dans le décor. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça, c'est important parce qu'il y a des moments où on se retrouve. Il y a un point de vue sur. Je prends l'exemple de la fille, l'actrice s'appelle Brigitte Skay, celle qui va se baigner toute seule dans la baie. Il y a un moment, donc elle arrive, elle danse, c'est très très beau cette séquence, cette espèce de nightclub en ruine, parce que tout est évidemment en ruine dans le film. On sent que c'est un monde qui est tiré vers le bas. Il faut que j'y revienne après, ça, c'est important. Et ce qui est fascinant, c'est la façon dont Bava filme toutes les actions et tous les personnages, à chaque fois selon des points de vue qui sont pas logiques au sens où ils appartiennent à un humain ou à un individu en particulier. Ce qui fait qu'on a, même à la toute fin, qu'on a des moments, des personnages qui évoluent. Alors voilà, on a un plan sur un personnage qui marche, repris de ce personnage-là selon un plan d'ensemble, on ne comprend pas pourquoi. Et ensuite, on a l'impression que c'est un feuillage qui regarde, et puis zoom, et puis flou, etc. Autrement dit, ce que filme Bava, c'est cette espèce, si vous voulez, on parlait d'écologie, une sorte d'écosystème en permanence. Avec l'humain là-dedans, il n'a pas plus d'importance, y compris même en termes de traitement, que l'insecte ou le poulpe mort ou la baie, qui d'ailleurs, à mon avis, le vrai grand personnage du film, c'est évidemment la baie. C'est elle qui est menacée au début. Alors ça, c'est tout le truc autour de l'immobilier à l'époque en Italie. C'est ce que dit la comtesse. Bon, je veux dire, voilà ce petit paradis qui risque d'être bétonné, etc. Bon. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'est-ce qui reste. Au fond, le film s'ouvre avec quoi ? Avec des plans de la baie, et se termine avec des plans de la baie. Autrement dit, le personnage principal, c'est ça, cette espèce de nature immuable qui a résisté à la cupidité, à la vidité, à l'ignominie, même par moments de ces humains, de cette espèce de colonie d'humains qui s'entretuent. Le personnage principal du film, si vous voulez, au fond, c'est la baie. C'est ça que je trouve. À la limite, on peut penser que la baie sanglante, de ce point de vue-là, c'était pas trop nul, quoi. Vous voyez ? Bon, mais dites-moi s'il y a des choses que ceux qui n'ont pas aimé parmi vous, j'aimerais que vous me... Honnêtement, s'il y a des choses qui vous gênent ou... Ouais. Est-ce que c'est le premier film de Bava que vous voyez ? Oui. Oui, il y a quelque chose que j'ai pas compris dans le film, en fait. Pourquoi avoir tué les touristes, les personnes qui étaient là ? Ça fait comme l'impression que c'est encore un autre tueur, en fait, supplémentaire. Alors, oui, alors attention, parce que quand je vous disais qu'il n'y avait pas d'histoire, je ne voudrais pas faire croire ou comprendre que l'histoire, d'abord, qu'elle est problématique ou qu'elle est bâclée. Non, il y a volontairement pas d'histoire au sens où il n'y a pas de développement. Cela dit... les meurtres sont tous assignables à des gens en particulier. Et ça, le film nous l'explique, c'est-à-dire qu'on sait qui a tué. Il n'y a pas du tout de mystère et de doute sur les différents meurtres, et notamment les meurtres de cette bande, de ces 4 touristes, oui, les touristes post-hippie, on ne sait pas trop ce que c'est d'ailleurs, c'est Simon qui les tue, puisque c'est là, vous voyez cette espèce de petite machette qu'il a, qu'on va retrouver à la fin. Alors, à la fois, ce que je dis, c'est pour répondre à votre question, et en même temps, ça n'a pas d'intérêt. Ce que je veux dire par là, c'est que les meurtres ne sont pas tués par une entité surnaturelle, que la question d'un grand meurtrier Manitou Gepetto, ça n'existe pas, puisque c'est ce qui est évidemment génial dans le film, c'est que le meurtre devient la chose la mieux partagée du monde. On sait ce qu'on fait le plus facilement. Et tout le monde s'y met sans aucun problème. Parce que c'est un film d'un pessimisme absolu. Pour moi, c'est un des plus grands films pessimistes de Bava. Mais dans le détail, quand on voit le film, on voit qui tue. Il y a des moments où on le voit directement dans le plan, évidemment, ou par moments, c'est symbolisé par effectivement un outil, et là en l'occurrence dans le cas de Simon, c'est Simon qui lui a peur effectivement, qu'on peut imaginer ça, que ces touristes-là commencent à souiller la baie, il n'a pas envie qu'ils investissent différents lieux, et c'est lui qui les tue, tout simplement. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que, alors, je déteste les lectures psychanalytiques, mais c'est un drôle de personnage ce Simon, parce qu'y compris lorsqu'à la fin il va étrangler
la secrétaire, on voit bien que c'est quelqu'un qui a un physique, on pourrait dire, qui pourrait être très sexué. Il est toujours humide, il va étrangler cette femme, etc. Ou alors la fille qui se baigne dans la baie. Et à aucun moment, la question de sa sexualité est levée. Pas du tout, c'est quelqu'un qui passe son temps à tuer. Comme s'il avait choisi la question de la sexualité avait complètement disparu chez lui et qu'il ne faisait que commettre des meurtres à la place. Mais les meurtres dont vous parlez, il ne reste pas dans le vague. C'est-à-dire que le scénario, aussi mince soit-il, il nous dit, voilà, ces quatre-là, c'est lui qui les tue. Et d'ailleurs, je pense que dans tout le film... et en même temps, est-ce que ça a de l'intérêt? Ce que je veux dire par là, c'est que au début, le film, à cause notamment de son régime esthétique très différent, enfin, passer les 7-8 premières minutes, au début, on pense dans un type de film où du minute, on bascule complètement, c'est qu'au début, on est parti, nous, en tant que spectateurs, toujours un peu conservateurs et classiques, se dire, bon, alors, quels sont les personnages aux côtés desquels on a envie d'être? Bon, au début, c'est la comtesse, le problème, ça ne dure pas longtemps. Bon. Et puis après, un autre personnage arrive, on pense c'est Ventura, l'architecte. Bon. Et puis finalement, le type disparaît, etc. Donc, le film, en fait, il nous oblige à faire le deuil de cette idée qu'on va s'identifier à des personnages. Ce qui fait qu'au d'un moment, au début, on a envie d'être avec des personnages, et au d'un moment, on assiste, et alors à mon avis, c'est là que le film marche ou pas d'ailleurs, on assiste à une espèce de processus, à une description de l'humanité, parce que je vous disais tout à l'heure que ce qui est fascinant chez Bava, c'est que quels que soient les genres par lesquels il est passé, et quelles que soient les réussites d'ailleurs, bon, je sais pas, vous passez, je sais pas, Arizona Bill, La Palette des vampires, Le corps et le fouet, ce film-là, ce sont des films très éloignés, et pourtant, ou Le masque du démon, et pourtant ce sont des films qui sont, en tout cas les meilleurs, la plupart d'entre eux, obsédés par une question qui est on pourrait dire qui est la façon dont l'individu réagit au contact du mal. Voilà. Le mal, vous me direz, c'est le cas de beaucoup de cinéastes, bien sûr. On pourrait parler de Clouseau, on pourrait parler de Fritz Lang, on pourrait parler de, pourquoi pas d'Hitchcock, de Friedkin l'année prochaine. Le mal, c'est un sujet qui a souvent intéressé les cinéastes. Et on voit bien dans ce film, qui est un film tardif, où Bava commence à être très personnel, il n'a plus du tout la question. On pourrait dire les conventions du genre, elles sont quasiment plus là. On sent que c'est un film où il est au plus proche de ce qu'il a vraiment envie de faire. Cette question-là, c'est la question qui l'intéresse. C'est de montrer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est une vision. Moi, je pense que c'est un film qui déploie une vision du monde, voilà, qui est celle de Bava, qui est une vision extrêmement pessimiste, très très noire. D'autant plus, évidemment, qu'à l'époque, le film, on a beaucoup parlé des années de plomb ici, mais il est tourné en 71, il sort en 72, c'est un moment particulier de l'histoire de l'Italie, et on sent qu'il se fait l'écho aussi d'un état d'esprit extrêmement noir et pessimiste de l'Italie de l'époque. Mais Bava a toujours été comme ça. C'est quelqu'un, on pourrait dire qu'il s'est servi du fantastique, des conventions, des monstres. Il le disait lui-même, alors qu'il parfois utilisé des monstres, des choses comme ça, mais il disait le monstre, évidemment, c'est l'homme. Et là, je pense que c'est un des films où il est au plus près de ce qu'il pense vraiment, La Baie sanglante. Alors évidemment, vu de loin, on peut penser que c'est un tout petit film, et moi je pense pas. C'est-à-dire que si vous voulez, je pense on pourrait, de façon un peu schématique, diviser les films qui font enfin, les films, c'est comme les écrivains, quoi, qui sont du côté de la prose, et puis les films qui sont du côté de la poésie. Voilà. Et ce film-là, c'est un film qui est du côté de la poésie. C'est pour ça que la prose ne l'intéresse pas du tout. Et que c'est très frustrant, parce que nous, en tant que spectateurs, on est toujours plus du côté de la prose au début. On a envie qu'on nous raconte des histoires, on veut des affects, on veut s'identifier. On veut être d'accord ou pas d'accord, on veut débattre, on veut que ce soit un objet de sociologie, on veut lire Télérama, quoi. Alors qu'évidemment, ce qui est fascinant avec la poésie, c'est que c'est plus compliqué. Parce qu'il faut qu'on laisse tout ça, et je pense que la Baie sanglante, ne serait-ce que la mise en scène de Bava, on sent bien qu'il y a une cohérence, il y a l'idée de constituer un monde clos, qui est cette baie. Bava a toujours été fasciné par les univers clos, que ce soit un vaisseau spatial, une planète, une petite baie. Il aime les univers clos, cette idée que là, c'est là que il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas d'échappatoire pour l'humanité, on voit comment elle se comporte. Et là, voilà comment il la filme. Et je trouve que c'est vraiment un film qui, si vous voulez, j'ai le sentiment que quand je rentre dans La Baie sanglante et quand j'en sors, je suis rentré dans un monde et j'en suis sorti. Un monde, effectivement, où tout s'équivaut. C'est le monde des pulsions, quoi. Voilà. Je pense que c'est le monde des animaux, des pulsions, avec cette idée que il faut là.
Pourquoi est-ce que les humains s'entretuent? Pour une raison qui est dérisoire en même temps pour eux, qui est fondamentale, qui est ils veulent la baie. Voilà. Pourquoi est-ce qu'un animal tue? Parce qu'il veut bouffer. Et je pense qu'il y a une façon de mettre en permanence, on pourrait dire tout ce qui est de l'ordre, j'aime bien cette discussion sur la civilisation, hein. Quand même il y a eu la civilisation, etc. On voit bien que cette phrase de dialogue dans le film, elle arrive pour permettre à Bava de dire, moi je pense évidemment le contraire. Hein, il y a 2-3 positions de principe comme ça dans le film, et je pense que c'est ça qui l'intéresse, c'est le monde des pulsions. Et c'est pour ça que je voulais vous dire peut-être 2-3 choses là-dessus, parce que c'est alors, sans être trop chiant, mais le premier plan du film, le plan générique, hein, il raconte ça. C'est toujours très important, hein, un premier plan d'un film, en tout cas les premiers plans, et ça nous raconte ça. Hein, ça nous raconte, voilà, c'est cette espèce de baie, hein, dans lequel c'est de milieu originaire, hein, où vont grouiller, hein, ces différents personnages. Le film, il commence là, il commence pas dans les airs, il commence pas avec des personnages, avec un dialogue, une tête, un visage. Il commence vraiment dans la baie, quoi. Et je pense que c'est le lieu dont il faut partir pour voir le film ensuite. Vous savez, ça me fait penser à ce philosophe dont j'ai peut-être déjà parlé. Gilles Deleuze qui disait, qui avait comme ça catégorisé plein de cinéastes et plein de formes en fonction des différents cinéastes, et il avait défini un certain type de cinéastes et d'images qu'il avait appelé les cinéastes de la pulsion, les images pulsions. Et il mettait là-dedans notamment Stroheim, Buñuel, Terence Fisher, et évidemment il ne le met pas parce qu'il n'a pas vu les films à l'époque, mais Bava fait partie de cette catégorie-là, si vous voulez. Voilà. Je devais chercher une plus grande famille, en tout cas une famille, je dirais, de façon la plus précise possible à ce qu'est Bava. Évidemment, c'est un cinéaste italien. Évidemment, Argento, Margheriti, Visconti, très très bien. Bon, il y a beaucoup de points communs, mais je pense que le truc le plus exact Bava, c'est que c'est un cinéaste de la pulsion. C'est-à-dire que c'est quoi le cinéaste de la pulsion? Ça veut dire que c'est un cinéaste qui filme un monde qui est totalement organisé autour des pulsions. Voilà. Pas autour de l'action, pas autour du récit, pas autour de la mémoire, pas autour des rêves, comme, je sais pas, pas autour de la mémoire comme René, pas autour des rêves comme Orson Welles, vous voyez ce que je veux dire? Pas autour de l'action comme Ford. Non, c'est quelqu'un qui fait des films autour de la pulsion. Et ils sont pas, et voilà, et on les détermine très concrètement, ces cinéastes qui sont obsédés par la pulsion, par les mondes originaires. Cette idée que l'humanité, elle s'enfonce toujours dans un monde originaire qui est celui de la pulsion. Et ça, c'est Buñuel. L'âge d'or, par exemple, évidemment, Viridiana, c'est von Stroheim, hein, pour ceux qui ont vu les Rapaces, par exemple. Les Rapaces, la baie sanglante, c'est les Rapaces de 71, quoi, si vous voulez. Hein. Enfin, c'est très dur de voir malheureusement la version intégrale des Rapaces, qui fait 5h30, mais quand même. Hein. On pourrait, pardon 7h, ouais, 7h. On voit celle de 5h30 maintenant avec des intertitres. Bon. Et voyez, donc tout ça pour dire que Bava, alors évidemment, tout le problème c'est que entre ce que, disons que toute la difficulté, mais aussi pour moi la beauté quand on voit ce type de film-là, c'est d'arriver à partir de la première réaction qu'on a, qui est une réaction, bon, c'est un sacheur, des gens se font tuer dans une baie, il n'y a pas d'histoire, ils sont tous complètement débiles, etc. Et puis, au bout d'un moment, arriver à l'idée que, voilà, c'est un cinéaste qui nous dit des choses comme Buñuel ou Stroheim. Voilà. Si on fait ce parcours-là, on a compris Bava. Mais je pense qu'au début, on pense que c'est une toute petite chose, voyez, parce que justement, il utilise un matériau qui est un matériau populaire. Un matériau de convention, de code. Hein, effectivement, la fille qui se fait tuer, il faut qu'elle soit d'abord nue. Voilà, elle se balade, etc., etc. Elle court. En même temps, sa mort est magnifique. Ouais. Ce genre de film est... Mais je vais donner un exemple pareil. Non, mais je vous citais au tout début de l'intervention. Si vous avez vu un film comme Vendredi 13, vous avez vu ça? Non. Bah voilà. Voilà, alors on va pas quand même pour le plaisir passer des films ratés en plus, vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros, ça serait ça. C'est-à-dire que le Vendredi 13, c'est un film qui, sur le papier, parle en gros d'un lieu unique. C'est pas une baie, c'est un camp de vacances. Il parle d'une bande de jeunes. Voilà, donc on a aussi un nombre délimité d'individus. Ce sont aussi des meurtres à l'arme blanche, sauf le dernier dans la baie sanglante. Il y a aussi des jeunes qui se font tuer alors qu'ils sont en train de copuler, si ce n'est que là, ils ne se font pas tuer parce qu'ils sont en train de copuler. Dans Vendredi 13, ils sont tués parce qu'ils sont en train de copuler. Oui, ça c'est la morale du slasher. C'est pour ça que les vierges s'en sortent toujours. Les Scream Queens, elles sont vierges.
Bon, bref. Et donc, quand on multiplie comme ça les exemples, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on a une histoire qui ne développe rien de sensoriel. Vous avez vu la beauté sensorielle de ces images-là. Il y a des moments où on oublie presque le film qu'on est en train de voir. On a le sentiment qu'il y a, il y a une scène de poésie, mais au sens où, quand on voit les films de Jean Epstein, on ne se dit pas, quand vous regardez La chute de la maison Usher, par exemple, vous ne dites pas à 5 minutes, mais qu'est-ce que ça raconte ? Et juste un acte poétique sublime, quoi. C'est aussi ça l'idée de créer des images, des formes. Le cinéma, c'est pas que raconter des histoires, hein. C'est aussi à un moment donné proposer des expériences esthétiques. Et je pense que voilà, La Baie sanglante, ça propose une expérience esthétique à laquelle on adhère ou pas, ça c'est autre chose. Alors que les mauvais films, cette question-là se poserait même pas. Vous voyez, mais regardez Vendredi 13, si vous avez l'occasion pour voir parce que, comme je vous le disais au début, c'est un film qui souvent, comme souvent d'ailleurs, ça arrive parfois sur des films. On récupère des choses des films mais qui ne sont pas compris pour eux-mêmes. Et on a dit, oui, le Vendredi 13 ou le slasher américain de la fin des années 70, début des années 80, qui aura beaucoup de succès, descend de La Baie sanglante. Oui, il descend, mais en même temps, il emprunte l'écume de La Baie sanglante. En gros, des gens dans un lieu clos sont tués les uns après les autres par un assassin qu'on ne voit pas, à l'arme blanche. Bon, vous voyez, si je te raconte La Baie sanglante comme ça, je suis passé complètement à côté du film. Vous voyez, ça, c'est le micro-bout de la lorgnette. Je veux dire, le film, du point de vue de la prose, voilà ce que ça raconte. Du point de vue de la poésie, c'est un film immense. Mais bon, si je raconte juste du point de vue de l'histoire, ça c'est le cas de tellement de films. Il y a beaucoup de chefs-d'œuvre, du point de vue de l'histoire, il ne se passe pas grand-chose. Mais il y a quand même tous les événements esthétiques qu'on a vus, et là notamment dans La Baie sanglante. Mais je pense que c'est un cinéma qui est d'autant plus difficile, mais en même temps très satisfaisant quand on s'est mis à l'apprécier, d'autant plus difficile qu'il ne se présente pas du tout avec le visage d'un cinéma auquel on est habitué à réfléchir. Voilà. Vous voyez, quand vous allez voir un film, vous parlez d'Orson Welles, il y a des films d'art, comme on dit, là où vous y allez un peu sérieusement, vous avez un gros surmoi, etc. Oui, et puis à la fin, vous vous dites « Ah, j'ai pas compris ». Mais vous ne vous dites pas quel mauvais film, ou non, vous voyez ce que je veux dire. Alors que là, La Baie sanglante, ce qui est compliqué, c'est que c'est un film dont on pourrait dire, si on était mal intentionné ou aveugle, que c'est un nanar. Vous voyez ce que je veux dire ? J'en connais qui pourraient dire ça, tant pis pour eux, on pourrait le dire. Et donc c'est plus compliqué, parce qu'il faut faire ce travail, vous voyez, sur soi en se disant oui, effectivement, et en même temps, mais Bava, ce que je trouve aussi assez beau, c'est qu'il ne le fait pas en se disant, j'aimerais tellement, on sent bien qu'on voit La Baie sanglante, j'aimerais tellement faire un film d'art, mais j'ai que 12 acteurs moyens qui acceptent de se dénuder, voilà, une baie, j'ai peu d'argent pour le faire. Non, c'est qu'on voit bien que c'est volontaire chez Bava. Il ne faut pas oublier que le dernier film de Mario Bava, ça sera d'ailleurs un téléfilm, c'est qu'il adaptera La Vénus d'Île de Mérimée. C'est quelqu'un d'extrêmement cultivé par ailleurs, et d'ailleurs il y a beaucoup de citations dans le film, hein. Je pense notamment on parlait de la Gorgone tout à l'heure, à la fois symbolique, mythologique, etc. Il s'amuse beaucoup avec ça, mais c'est quelqu'un qui a décidé en fait de raconter au même titre que d'autres, comme Visconti, on en parlait, ou Buñuel, de saisir le même type d'humeur, de raconter les mêmes types de choses, de développer sa vision du monde très pessimiste de l'humanité, mais à partir d'un matériau qui est le matériau de la culture populaire, de la culture très populaire, quoi, si vous voulez. Et c'est ça que je trouve, moi, qui m'a toujours beaucoup touché dans le cinéma italien. Évidemment, Visconti, c'est génial, mais Bava a sa place là-dedans, vous voyez, ou comme Argento, quand on en parlait le mois dernier. Moi, je dirais que je suis presque plus fasciné par la capacité de mélanger des matériaux issus, on pourrait dire, d'univers différents et à produire un grand geste artistique que d'être on pourrait dire à l'intérieur d'un monde plus cohérent, plus homogène. Ce qui est le cas, on parlait de Visconti, mais on pourrait parler quoique Pasolini non, parce que Pasolini est allé aussi vers des motifs, on pourrait dire extrêmement triviaux, très prosaïques. Quand vous regardez Salo, par exemple, pour ceux qui ont vu ce film qui date de 75, Salo, on sait quand même, il y a quand même, on est au max de la culture haute et au max de la culture basse. Je pense notamment aux séquences de torture, aux séquences gore, aux effets spéciaux par moments grotesques, aux seins coupés à la langue, etc. C'est que il y a toujours eu chez les Italiens cette espèce de croyance intime qu'il n'y avait pas d'opposition entre les formes nobles et les formes triviales. Voilà. Et ça, c'est pour moi, s'il y a une leçon qu'on doit retenir du cinéma italien, il y en a plein, mais c'est celle-là. Parce que c'est unique.
Parce qu'il n'y a pas un cinéma qui l'a mieux compris, réalisé qu'eux, c'est tout. Nous, en France, c'est même pas la peine, évidemment, d'y penser. Et aux États-Unis, c'est même plus compliqué que ça. Les Italiens, ils sont très très forts au moment où ils arrivent, parce qu'eux, ils ont fait le cinéma comme ça. Je vous en ai déjà plusieurs fois parlé, hein, les techniciens qui s'échangeaient, des acteurs, des scénaristes ou autres. Et ils ont toujours su tresser les matières nobles, les formes nobles et les formes triviales. Et donc, tresser le moderne et le populaire. Ça, donc, ce qui fait qu'on a une forme de modernité populaire, ce qui est le cas de La Baie sanglante, ou du cinéma populaire rempli d'effets modernes. Mais attention, je ne dis pas qu'il faut, il faut évidemment aussi se méfier. C'est-à-dire que c'est pas, tous les films, je connais énormément de films italiens de genre ratés, et c'est pas parce qu'ils sont ratés qu'ils sont modernes. Oui, je précise tout de suite, je pourrais vous en citer des centaines. Il y a certains films, je ne sais pas, de Margheriti ou d'autres. Bon, ce sont des films de cinéma de quartier, du cinéma d'exploitation, comme on dit, qui étaient faits pour 3 francs 6 sous, faits pour remplir un petit peu les salles. On passe à autre chose sans aucune autre ambition que de remplir momentanément les salles. Donc il y a aussi, vous voyez, il y a aussi des films de genre, comme La Baie sanglante, complètement ratés. Comme il y a des films d'art aussi complètement ratés, vous voyez ce que je veux dire. Oui, au niveau de la musique, je ne connais pas du tout le compositeur, mais vous parliez de la distance, et la distance, autant je la ressens très bien dans Salo avec la musique qui est complètement géniale, ou chez Kubrick ou chez Visconti, voilà. Mais là, c'est vrai que je la trouve un peu, quand même pas terrible, même dans les genres qu'elle veut un peu caricaturer, quoi. Et moi, ça plus la langue anglaise, mais vous nous avez expliqué que c'est le problème du cinéma de l'époque, mais ça plus ça fait quand même une bande son, moi, qui je trouve ne sert pas vraiment le. C'est ça qui vous gêne dans la musique? Je la trouve pas très bonne en allemand. Ouais. Quoi, ouais. Je sais pas. Alors ça, après, c'est un truc d'appréciation. Moi, j'aime beaucoup Cipriani. Il y a des trucs qui sont complètement repompés, Drachma. C'est même pas lui, quoi. Oui, mais alors la question, c'est comment il l'utilise. C'est-à-dire qu'au début, la musique, c'était de musique lyrique très mélancolique. Elle raconte le rapport. D'ailleurs, ce qui est assez beau, d'ailleurs, c'est qu'on en sait beaucoup plus sur la comtesse à ce moment-là, alors qu'elle ne prononce pas une phrase. On en sait beaucoup plus par la mise en scène de Bava, par l'utilisation de la musique, par le rapport à la baie, la larme sur la vitre. Ça, c'est la preuve d'un grand cinéaste qui a tout fait passer. C'est-à-dire que j'ai presque le sentiment que je la connais depuis 2 heures, ce personnage-là. Avec cette musique-là qui n'est... Attention, la musique du début de La Baie sanglante, je parle après le générique, n'est pas du tout une musique qui distancie. Bien au contraire, elle est là elle capte l'intériorité du personnage. C'est l'âme, quoi. La musique, c'est l'âme. Et puis, il y a d'autres moments... Alors, il y a un autre moment, par exemple, très très beau, il y en a plusieurs, mais notamment sur la fin, lorsque Simon est harponné, là, là, d'un seul coup, se déclenche la musique. C'est une idée assez belle de la part de Bava. C'est-à-dire qu'il met à certains moments la même musique, une musique effectivement mélancolique, etc., ce qui fait qu'on n'a plus du tout, après ce meurtre assez brutal, assez difficile, le même regard sur ce qui vient d'être montré. Façon de dire pour Bava, au fond, qu'il est en train de filmer, selon évidemment c'est un état plutôt pessimiste, de l'humanité, et ça il le fait grâce à la musique. C'est-à-dire qu'il distancie effectivement par le personnage, c'est assez atroce, effectivement, puis il envoie du sang, ce qui est assez beau d'ailleurs. Cette métaphore le sang sur les mains. Vous avez vu quand Luigi Pistilli est dégoûté, ça ne le dérange pas de tuer. Par contre, avoir du sang sur les mains, ça l'ennuie. Bon, il y a plein de choses très poétiques, très belles, mais très discrètes qui sont balancées comme ça. Et là, la musique, à ce moment-là, elle donne une épaisseur complètement différente à ce qu'on vient de voir. Et en même temps, elle peut être distanciée. Le côté distancié, c'est le côté lounge, quoi, qu'on entend sur la fin avec les 2 gamins. Là, vous avez repéré que la petite fille qui joue, c'est l'héroïne perverse de Profondo, la petite fille perverse de Profondo Rosso, celle qui épingle des lézards. C'est la même. À l'époque, elle jouait des sacrés rôles, elle. Mais je pense qu'on ne lui disait pas ce qu'elle tournait exactement. Mais bon, ou alors à l'époque, il y avait pas il y a des associations de parents qui fait qu'on ne peut plus tourner avec les enfants aujourd'hui. Ou alors ils croient qu'il se passe un truc alors qu'on filme autre chose. Et là, oui, il y a un effet de distanciation. C'est-à-dire que, à mon avis, l'humeur de La Baie sanglante, si vous voulez, c'est à la fois... alors comment dire, c'est d'un côté l'extrême distance, ça c'est le côté musique lounge, et donc c'est l'entomologiste, Bava, qui a son bocal, et puis il voit des gens s'entretuer, il voit les mouches tomber, voilà. Mais en même temps, il y a du lyrisme dans le film, vous voyez ce que je veux dire, qui passe d'ailleurs aussi par la musique, par la séquence d'ouverture à d'autres moments. Autrement dit, disons que c'est pas Antonioni, voilà, Bava. Parce qu'Antonioni, c'est quelqu'un qui est... On sait bien qu'il a souvent utilisé cette métaphore de l'entomologiste, l'homme qui regarde des couples se déchirer, qui regarde, quoi. Et qui ne s'implique pas, en tout cas qui ne filme pas un moment, un affect. Il détestait d'ailleurs, Antonioni, les affects.
Souvenez-vous du début d'Eclipse, par exemple, scène de ménage. Et ben lui, il rentre dans la scène une fois que les affects sont partis, que la scène de ménage a lieu. Hein, il ne voulait surtout pas. Bon. Et là, chez Bava, il y a cette dimension d'entomologiste comme il y a chez Antonioni. Hein, si ce n'est qu'il y a des moments où il descend dans l'arène. Parce que ce qu'il raconte, ça lui tient à cœur. C'est ça que je trouve assez beau. C'est qu'il y a une forme d'audace quand même, cette musique qui est très premier degré. Mais ce n'est pas négatif ce que je dis. Hein, mais le moment effectivement un peu lyrique, un peu mélancolique de Cipriani, c'est très premier degré. En même temps, c'est quelque chose qui, à mon avis, décrit très précisément au fond ce qui attriste Bava. C'est qu'à la fois il s'amuse et en même temps ça l'attriste. Je pense que c'est les deux humeurs du film en permanence. Et donc le fait qu'on est toujours... on danse sur deux pieds. Il y a ces deux musiques-là aussi, si vous voulez. Et de la même façon, il y a une forme d'humour macabre dans les meurtres, et en même temps, je pense notamment à la décapitation. Hein, quand je vous parlais tout à l'heure des personnages figurines, c'est assez beau. Hein, comment est-ce que plusieurs fois dans le film, il établit un rapport entre des personnages et des animaux, ou rien, ou la statue de plâtre, hein, la tête de Laura Betty tombe, on ne la voit évidemment pas tomber. Par contre, ce qu'on voit tomber, c'est la tête d'une statue. Hein, c'est que ça, c'est le devenir figurine du personnage chez Bava, qui est un truc très moderne, et notamment filmé dedans. Bon. Et donc voilà, je pense que moi j'aime beaucoup, d'abord parce que je pense que Cipriani, mais vous devriez écouter plus de BO de Cipriani. Hein, c'est notamment lui qui fera 2 ans plus tard la BO de Cani Arrabbiati, parce que Bava va faire après des films complètement dingues. C'est que là, c'est un apéritif de sa vision du monde. Mais après, il va faire d'autres films, et notamment un qu'il faudrait que vous voyiez si vous avez l'occasion, donc, qui s'appelle Les Chiens Enragés, Rabid Dogs en anglais, Chiens Enragés en français, Cani Arrabbiati en italien, et qui se passe dans un lieu ultra clos, quasiment dans une voiture, et qui raconte tout simplement l'histoire d'une bande de cambrioleurs. Alors là, pour le coup, on est en plein dans l'Italie des attaques de banque, des cambriolages, des kidnappings. Une bande de cambrioleurs qui finalement sortent d'une banque, ça tourne pas très très bien, et pour trouver une issue de secours, décide de kidnapper un homme qui se balade avec sa petite fille. Bon. Et donc on va passer quasi l'intégralité du film à l'intérieur de cette petite voiture avec 4 brutes épaisses qui vocifèrent et un homme qui va tenter de mener tout ce petit monde à bon port pour à la fois s'en sortir vivant, éviter à sa fille de ne pas être tuée, etc. En même temps, comme Bava ne sauve jamais personne dans l'humanité, c'est ça qui est intéressant. De la façon dont je vous raconte le film là, on se dit le père il est formidable. Alors, je vous en dis pas plus. Vous avez vu le twist qu'il y a à la fin, évidemment, de La Baie sanglante. Chez Bava, pas du tout là. Il développe une vision pessimiste de l'humanité, qui en plus par moments se double d'une vision pessimiste de l'histoire et de l'état d'Italie de l'époque, ce qui est le cas évidemment des Chiens Enragés. Mais à aucun moment il sauve un personnage ou deux. Hein. C'est pour ça que ce qui est assez beau dans La Baie sanglante, c'est la façon dont il faut impérativement qu'à la fin tout le monde disparaisse, hein, et que les enfants, au nom de quoi les enfants, ça ne serait pas plus ou moins cruel, etc. Pas du tout. Il faut que les enfants soient pris dans ce cycle humain de la cruauté. Et donc, il les incorpore évidemment à la fin. C'est très très drôle, mais c'est assez beau. Hein. Et d'ailleurs, je pense que ça fait partie de ces séquences qui seraient difficiles à tourner aujourd'hui. C'est-à-dire avoir des enfants qui tirent à bout portant sur leurs parents. Il y aurait sans doute une forme enfin pas de censure, d'interdiction, ça serait beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Et ça, j'aime cette façon dont tous les personnages du film sont inclus dans cette espèce de cycle. Et les enfants, évidemment, il n'y a pas de raison, même s'il y a une grande tradition des enfants maléfiques autres. Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça, mais voilà. Sinon, j'ai une autre question à l'échelle du cycle qu'on a vu cette année. On parle souvent cinéma d'auteur, cinéma bis. Qu'est-ce qui fait la répartition à la base du budget ? Parce que quand on voit un Argento qu'on a vu le mois dernier, j'imagine qu'il n'avait pas du tout un budget de série B, parce que c'est énorme. Non, un peu plus dessous, ouais. Et voilà, et tous les deux ont fait du giallo, ont fait du genre. Donc qu'est-ce qui fait que la production va donner un budget de film d'auteur à quelqu'un qui fait du genre ou un film Ah ben non, mais c'est pas ça. Oui, non, mais c'est même pas forcément ça. C'est-à-dire que vous savez, en Italie, il y a un nombre d'abord de producteurs énormes. À ce moment-là, qui a été l'âge d'or du cinéma italien, tout le monde ouvrait une boîte de production. Tout le monde. Il y avait des centaines de films qui se faisaient par an. Donc, en fait, le principe, c'est que vous avez d'un côté des grands producteurs, comme Dino De Laurentiis, Carlo Ponti, qui a été un des acteurs, évidemment, un des producteurs très connus, qui sont des gens qui avaient à la fois de l'argent, qui faisaient des films d'auteur, et qui arrivaient à surtout trouver des coproductions, notamment internationales, etc. Donc, ils donnaient de l'argent, hein, à des cinéastes. Et c'est pas parce qu'il s'appelait Bava ou Argento, c'est qu'Argento a été, lui, pris dans un circuit on pourrait dire, de prestige, si vous voulez, hein, de production dite A, ce qui n'est pas le cas du tout de Bava. Bava, il a toujours fait des films fauchés,
déroché, mais d'ailleurs il s'en plaignait pas, et comme la plupart et beaucoup de cinéma bis, je sais pas, mais de cinéma dit de genre, quoi, en tout cas populaire, italien. Donc il n'y a pas de règle, si vous voulez, là-dessus. Il y a même des gens qui tournaient avec encore moins d'argent que ça, hein, Margheriti, ou on pourrait en citer. Mais moi, ce que j'aime, alors évidemment, il ne s'agit pas de défendre l'idée de faire des films avec peu d'argent, c'est que d'abord, ça donne par moments, il y a une forme de charme incroyable donné au film parce qu'il faut aller vite, parce qu'il n'y a pas d'autorisation par moment possible à avoir. Donc ça enregistre par moments, notamment dans les polars qu'on a vus, ça donne une dimension documentaire au film, parce qu'on n'a pas le temps d'organiser, d'avoir des figurants qui vont organiser les séquences, qui vont se déplacer à tel endroit. On met la caméra dans les rues, on tourne une séquence au milieu d'un réel qui se déroule. Et ça, j'aime ça, parce que le peu de moyens fait aussi qu'on n'a pas le choix. Et donc, par moment, à son corps défendant, le film, il enregistre d'autres choses. Ensuite, ça oblige à trouver des solutions incroyables. C'est-à-dire que quand Bava, je vous parlais tout à l'heure des deux rochers de la palette des vampires, mais évidemment, il aurait pu avoir le budget d'Alien. Bon, je dis ça parce que la palette des vampires, on a souvent parlé de ce film comme étant un des films qui aurait beaucoup inspiré Alien. Ce qui est d'ailleurs plutôt vrai, notamment parce que l'un des personnages qui a travaillé sur les effets spéciaux de la palette des vampires, c'est Carlo Rambaldi, et Carlo Rambaldi, c'est l'homme qui fera certains états de la créature d'Alien. Bon. Donc italien, Carlo Rambaldi. Donc évidemment, la palette des vampires, Alien. Bon. Tout ça pour dire que ce qui est génial, évidemment, dans le film, on sent que Bava, d'ailleurs, était excité à cette idée en permanence de trouver des solutions pour pallier, enfin, non pas au manque de budget, mais au fait qu'il n'avait pas ce qu'il pouvait avoir. Et c'est ça que je trouve très très beau. Hein. Quand on a effectivement deux rochers, comment faire croire qu'il y a une planète, hein, avec des miroirs, avec des transparences, avec des tableaux peints sur les vitres, etc. Je trouve que ça a produit pour le coup une poésie, une forme d'invention, d'inventivité, me semble-t-il, hein, très forte. Et moi, c'est pour ça que je ne le prends pas comme quelque chose de forcément négatif, sachant qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas le numérique, donc ça c'est encore autre chose d'ailleurs. Bon. Mais voilà, mais il y avait plusieurs cas de production différentes. Après, il y avait des gens qui montaient une production sur un film ou deux, et puis qui n'avaient plus les droits au bout d'un moment. Vous voyez, le cinéma italien, c'est quand même. Et il y a aussi des coproductions, notamment beaucoup entre la France, l'Italie et l'Espagne. Il y a beaucoup de films qui expliquent au générique la présence, notamment d'acteurs à chaque fois venant de 3 pays différents. C'est pour ça d'ailleurs qu'à une époque où la France coproduisait des films italiens pendant cet âge d'or-là, il y avait des acteurs français qui débarquaient dedans. Hein, notamment, je pense à Jean-Louis Trintignant. Par exemple, Trintignant, à la fin des années 60, il tourne des films de genre italiens formidables. Le Grand Silence de Corbucci, je sais pas, Il Cuore de Tinto Brass, La Mort impondue, un œuvre de Giulio Questi, sont des films formidables. Et ça, c'est vachement bien. Cela dit, même le problème, c'est que ou Macha Merrill, où il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices vont jouer dans des films italiens. Mais après, les acteurs français, quand on leur reparlera de ça, ils ont un peu honte. Non, ils sont cons, hein, mais ils ont un peu honte. Alors, non, moi, je me souviens plus. Alors, Trintignant, non. Je me souviens très très bien. Moi, une fois, posé la question à Trintignant, je lui avais dit, vous vous souvenez que vous avez tourné, vous avez vu ces trucs-là? Lui, ouais, formidable. Et c'est assez marrant parce que lui, il avait gardé un bon souvenir de son travail avec Corbucci, avec Giulio Questi et autres. Mais pour beaucoup de cinéastes, d'acteurs français, c'était pas... Voilà, c'est pas très digne d'avoir tourné ces films-là italiens, alors qu'ils défendent des films d'auteurs lamentables qu'ils ont fait par la suite. C'est le côté un peu snob des acteurs français. Que, par contre, ce qu'ils ont fait en Italie dans les années 70, ils ont tendance à l'avoir beaucoup oublié. Mais malgré tout, historiquement, comment on fait pour rentrer dans le circuit, enfin comment on faisait pour rentrer dans le circuit privilégié de la production ou dans le circuit à côté? J'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce d'imperméabilité. Quand on regarde la filmographie de Pasolini ou de Visconti ou quoi que ce soit, il n'y a que des films avec du budget quand même bien produit. Et j'imagine, enfin je découvre Bava ce soir, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de films avec gros budget. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'Argento, par exemple, s'est retrouvé d'un côté et pas de l'autre? Mais non, mais il faut bien. Je ne sais pas si je vous ai peut-être parlé à l'époque au moment où on parlait de Dino Risi. C'est que le cinéma italien à l'époque, d'abord, c'est Rome. Voilà. Bon, Cinecittà. Et Cinecittà, c'est Via Veneto. Bon, grosso modo. Tous les cinéastes qui viennent de Milan, de Parme, etc., ils sont tous à Rome. Autrement dit, ils se côtoient très concrètement, c'est comme ça que ça part. Hein. Ils se côtoient tous, d'abord, toute la journée. Hein. Ils sont ensemble, ils mangent ensemble, ils draguent les mêmes filles, ils vont aux mêmes endroits, ils vont aux mêmes plages, etc. Donc il y a un échange extrêmement important. Ça a tellement fonctionné dans la comédie italienne notamment, hein, où on en parlait peut-être la fois d'avant, je ne sais plus, mais alors, la façon dont un gag était écrit pour Botticelli, il en était rempli dans son film, il le filait à Rizzi, qui dit non mais moi ça ne m'intéresse pas en ce moment, c'est ce là, ce qui fait qu'on avait un drôle de truc, à la fois des films d'auteur, et en même temps
un côté très interchangeable. Et cette perméabilité, si vous voulez, d'abord, elle vient de ça, cette idée que ce sont des gens qui étaient en permanence ensemble, cette idée que quand vous dites perméabilité, ça suppose qu'il y aurait des cases. Mais en même temps, Bava côtoyait Fellini. Fellini adorait les films de Bava. Quand il fait Histoire extraordinaire, il se souvient de certains films de Bava, parce que Bava était considéré comme un des plus grands chefs opérateurs à l'époque. Les acteurs eux-mêmes se connaissent, échangent. C'est-à-dire que nous, toujours, enfin, en tant que Français, on remet des cases, si vous voulez, en se disant, mais alors comment se fait-il que Pasolini est tourné dans un western spaghetti ? Oui, mais le cinéma italien, c'est comme ça que ça se fait. C'est qu'en plus, Pasolini avait compris, comme Fassbinder et Mélodrame, que le cinéma populaire est un grand cinéma politique, parce qu'il touche beaucoup de monde. Donc c'est par là qu'il faut l'attaquer. Alors que si on fait du film d'art et qu'on touche 4000 Pékins à Rome, on prêche les convertis. Par contre, le cinéma populaire, ça a un impact phénoménal, et que beaucoup à l'époque, il y avait beaucoup de scénaristes, de cinéastes plutôt engagés d'ailleurs, et ils comprenaient que le cinéma populaire, c'était un enjeu phénoménal. Ils se disaient, mais pourquoi ne pas, en fait, on pourrait dire, intégrer, colorer ce cinéma que vont voir tant de gens de préoccupations plus personnelles. Et Sacchetti, quand il parle, l'homme qui a coécrit le scénario de La Baie sanglante, quand il parle de ses films, on a l'impression qu'il parle de films de Costa Gavras. Et c'est pas inintéressant. Alors qu'il aurait pu, effectivement, faire des films dans sa catégorie, film à thèse, là les films d'art, là les films pour le bas-peuple, pas du tout. Ce sont des gens qui aussi, et ça que je trouvais assez beau, se posaient ce type de questions-là. C'est-à-dire que voilà, il faut le cinéma populaire, le western, le polar, le giallo, ce sont des gens, le peuple, mais au sens strict du terme, va voir ces films-là, donc il faut les investir. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de raison de ne pas investir, notamment le giallo, qui raconte des choses toujours... On sait très très bien qu'en plus dans le cinéma de genre, il y a toujours un discours à la fois économique et de classe. On parlait d'Alien tout à l'heure. Le giallo, c'est aussi un grand genre là-dessus, quoi. Non, mais je vous parlais de l'imperméabilité qu'il y avait dans les filmographies entre ceux qui font des films avec beaucoup de budget et qui sont plutôt des films d'auteur, et ceux qui font... Parce que si on voit Pasolini, il n'a pas fait de western italien, il n'a pas fait de giallo... Oui, mais il a joué dans des westerns italiens. Ouais. Oui, mais c'est important ça. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que à la fois il joue comme acteur d'un film qui s'appelle Requiescent, notamment 71, qu'il adorait Solima. Que c'est des gens qui, en fait, il n'y avait pas du tout, on pourrait dire, de mise à distance. C'est pas des gens qui se regardaient en chien de faïence. C'était un grand cinéma qui, à l'époque, côtoyait, échangeait, et on en a parlé, des acteurs, des scénaristes, etc. Évidemment, certains tombaient du côté plus international, prestige. Je parlais de Visconti, de Fellini, évidemment, en Scola. Et puis d'autres restaient dans des productions qui étaient plus soit locales, soit d'ailleurs italo-américaines, parce qu'ensuite, c'est des films qui étaient beaucoup distribués aux États-Unis d'ailleurs. Donc je pense que c'est... et puis, ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui, quand on revoit tout ce cinéma-là, et comment est-ce qu'on le juge. Voilà. Et moi, j'ai plutôt tendance à penser, mais je ne suis pas du tout le seul, que le cinéma de genre italien, c'est un cinéma qu'on a beaucoup, finalement, qu'on a revalorisé considérablement. Il ne s'agit pas de dire que tout le cinéma de genre italien était formidable. Non, il y a eu beaucoup de navets, beaucoup de films qui ont peu d'intérêt ou oubliables, bien sûr. Mais il y a quand même, c'est un cinéma qui a fait émerger quelques grands auteurs, vous voyez. Solima, on a passé Faccia a Faccia, d'ailleurs, face à face. Solima, c'est un des grands auteurs du cinéma italien. Et pourtant, à l'époque, il n'est pas beaucoup considéré. Et puis, il fait des westerns qui ne semblent pas intéresser grand monde dans la critique. Et même aujourd'hui, on sait que c'est un des grands. Fernando Di Leo, par exemple, un homme qui a fait des polars italiens, une sorte de Melville italien. Ouais, c'est un des cinéastes importants du cinéma italien de l'époque. Voilà, quoi. Après... Merci. Oui, merci de vos interprétations. Mais depuis que vous parlez tout à l'heure, il y a une idée de transposition qui m'est venue, surtout à propos de l'aspect écologique et autres. Et je me demandais si finalement ce film, si nous ne le voyions pas tous les jours à la télévision pendant l'espace publicitaire. Je veux dire par là que... on dirait que c'est monté un peu comme des sortes de spots. C'est-à-dire que vous avez chaque fois, à chaque meurtre, une sorte d'unité d'action, de temps, de lieu, avec une musique qui va avec. Et dans certains cas, on attendrait presque un slogan. Par exemple, dans la décapitation, Castorama faisant la promotion pour la hache une telle... sur la qualité de son tranchant, etc. Et même d'ailleurs dans la toute dernière image, avec les enfants
courant au bord de l'eau, la tache jaune de muguet qui arrive sur le côté, mon Dieu, pour une compagnie d'assurance, ça serait pas mal non plus. Et quant à la comment dirais-je, l'unité que vous avez fait se créer à partir de la baie elle-même, donc qui excite tous les intérêts, finalement, c'est ce que nous subissons tous les jours pendant ces tranches de spots publicitaires où il n'y a un seul intérêt, c'est celui que certaines banques disaient à un moment, votre argent m'intéresse. C'est un peu, mais effectivement, le processus est totalement inversé. Et là, l'efficacité du film, de chaque séquence, vous avez parlé de très esthétique parfois, il faut reconnaître que certains spots télévisés tournés par de grands réalisateurs sont de l'ordre de cette qualité. Alors maintenant, si vous êtes un peu, mettons, végétarien, quand vous voyez arriver plein cadre à la fin d'un spot une tranche de jambon, un rôti qui cuit, un poulet, ne parlons pas d'un hamburger double, dégoulinant un peu, c'est un peu... Je me suis imaginé, excusez-moi cette imagination, mais c'est la première fois que je voyais ce film, une sorte d'archétype qui nous est imposé, mais presque anti-écologique. J'ai parlé de végétarisme, mais tous les détergents qui nous sont proposés, etc., on sait que malheureusement, ils vont aller dans cette baie et qu'on va la ruiner. Donc chaque jour, nous subissons cela. Enfin, c'est une interprétation. Non, mais écoutez, j'ai rien à ajouter. Non, mais c'est intéressant que ça excite, en tout cas que ça... Oui, que ça non, formidable. Non, mais mais en même temps, le point commun, enfin, je veux dire, vous dites, voilà, c'est un... Et je comprends ce que vous dites, cette idée que parce que la dimension répétitive du film, autrement dit, en gros, une accumulation de 13 meurtres, fait à la fois dans des endroits différents, mais c'est à la fois suffisamment comparable et en même temps suffisamment différent, etc. Ça renvoie, on peut dire oui, effectivement, à une forme qui serait une forme courte, pourquoi pas publicitaire, oui. Mais à mon avis, le point commun, c'est surtout la forme de fétichisation, parce que je pense que, évidemment, on le remarque quand même quand on voit le film. Et encore, il a fait pire, Bava, mais un petit peu là, on voit qu'il y a une attention importante donnée aux objets. Évidemment, qu'on voit, il y a une dimension fétichiste importante. Il y a quelque chose qui est Bava, c'est voilà, c'est l'homme de 6 femmes pour l'assassin, le gant, le talon, le pied, le cou, il y a des choses comme ça. Et peut-être qu'effectivement, c'est la dimension fétichiste mais ça, ce qui est, on pourrait dire, du giallo et du cinéma italien, qui vous avez pensé à la pub, sans doute, quoi. Après, le terme l'écologie du meurtre, moi j'aime beaucoup ce titre. Alors d'abord, la baie sanglante, c'est sans doute plus vendeur, parce que l'écologie du meurtre, on se dit voilà. Mais c'est beaucoup plus précis. Enfin, je pense que c'est... en gros, ce que dit Bava, c'est voilà, ce que je pense de l'humanité qui vit ensemble, deux points, c'est une écologie du meurtre. Voilà. Et je pense que le film raconte exactement ça. Mais écologique au sens, comment est-ce que l'homme trouve sa place dans un cycle. C'est pour ça que c'est important qu'au fond, il y a en permanence cette idée, ça que j'aime assez dans le film, c'est qu'on voit très souvent, il y a le meurtre, tel qu'il est évidemment montré, et puis ensuite il y a le moment où le cadavre fait retour. Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est-à-dire qu'il y a la forme vivante du corps et puis il y a la forme morte du corps qui se décompose, etc. Sachant que, comme c'est un cinéma, j'y reviens, de cinéma de la pulsion, en gros, on revient toujours dans le monde originaire qui est la baie. La baie, c'est là où tout va terminer, tout va finir. Les cadavres, les morts, au fond, le monde, on pourrait dire, qui aspire le film, c'est la baie. Mais la baie, c'est pas uniquement l'endroit où on va faire trempette. La baie, c'est le réservoir. Alors, c'est très directement, oui, un endroit qui pourrait être un endroit paradisiaque ou autre, mais très symboliquement. Et Bava le film comme un endroit symbolique, c'est l'endroit où sont plongées les pulsions de l'humanité. C'est là que vraiment, la baie, on y revient toujours. Après les meurtres, voilà. Il y a toujours l'eau, d'ailleurs, dans le film est quelque chose d'important.
On n'a pas forcément le temps d'en parler, mais voilà, tout le travail autour de l'eau est quelque chose qui est toujours lié à la mort. D'ailleurs, dans le film, il y a deux choses qui sont liées à la mort dans le film, c'est l'eau et le soleil. Premier meurtre, notamment de la jeune femme, lorsqu'elle se fait tuer, lorsqu'elle sort de la baie, elle court, elle se fait rattraper par la serpe, et la façon dont Bava filme la mort dans un face-à-face avec le soleil. Ça, c'est, parce qu'il y a aussi quelque chose d'assez nouveau, j'ai oublié de vous le dire comme dans le film, c'est que c'est un film à l'époque vendu comme un film d'horreur, bon, tant pis, mais d'horreur diurne, ce qui n'est pas si fréquent à l'époque. N'oubliez pas qu'on sort du cinéma d'horreur gothique, d'où la première séquence, la mort, le noir, la nuit, quoi. En gros, c'est ça. Et Bava a été un des tout premiers avec La Baie sanglante à construire l'essentiel de son récit horrifique, sa succession de meurtres, 2 jours. 2 ans plus tard, Toby Hooper fera Massacre à la tronçonneuse. Pour ceux qui s'en souviennent, qui est un grand film caniculaire où là aussi, l'humanité se confond avec les animaux, avec le poulet à cuire, c'est de la viande. Et dans la Massacre à la tronçonneuse, le plan, c'est la cuisine. L'univers, c'est l'abattoir. Et donc, il ne fait plus de différence entre les porcs et les humains. C'est un film terrifiant, Massacre à la tronçonneuse, de ce point de vue-là. Mais qui a des rapports avec la Baie sanglante. Dans cette idée, au fond, de remettre, de ne pas faire de l'humain. C'est ça qui, évidemment, par moments peut être relativement violent d'ailleurs. C'est cette idée que l'humain ne fait pas exception dans le film. C'est-à-dire que sa mort ne fait pas scandale. Bon, je veux dire, la preuve, c'est ce que raconte Laura Beatty sur le sort fait aux insectes. Elle, ça l'émeut beaucoup plus. Ce qui arrive au scarabée, à Ferdinand, il a un nom, etc. etc. Et ça, c'est quelque chose de typique du film. C'est-à-dire que la mort de l'humain ne fait pas du tout scandale. Parce que l'humain n'est qu'une espèce parmi d'autres. Et au même titre que les autres, il appartient à un cycle. Il rentre là-dedans. Oui. L'écologie du meurtre, on peut peut-être aussi le comprendre dans le sens où tous ceux qui convoitent cette baie, par définition, s'entretuent, ouais. et par voie de conséquence, finalement, ils sauvent la baie, qui est le personnage principal, ouais, elle est sauvée justement par cette entretuerie. Ouais, donc, voilà. C'est une forme d'ironie, ça. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec vous, ouais, bien sûr. Ouais, bien. Ouais. Non, mais ça, c'est quelque chose qui est... Ça, je ne veux pas revenir à mes cinéastes de la pulsion, mais ça, c'est un grand classique des cinéastes de la pulsion. C'est cette idée qu'à un moment donné, le monde, l'histoire tourne autour d'un milieu originaire qui est filmé. Alors ça peut être de la boue, ça peut être un rocher, enfin on parlait de l'âge d'or de Buñuel, c'est un rocher boueux. Il y a un milieu originaire qui doit être filmé, voilà. Ça, c'est très important, le milieu originaire, où est-ce qu'il est dans le film. Bon. Et là, évidemment, c'est la baie. Mais je pense que les choses sont pliées très très vite d'ailleurs. En 4 minutes, on a compris dans quel type de cinéma on se situait, évidemment. Et donc, la baie, c'est le milieu originaire. Et beaucoup de cinéastes ont filmé comme ça des milieux... Oui, juste sur le lien entre les cinéastes italiens, moi j'avais vu que Mario Bava avait collaboré avec Rossellini, je pense comme chef opérateur ou assistant réalisateur, je ne sais plus. Chef opérateur. Voilà. Ouais. J'avais trouvé ça assez surprenant parce que comme ça on pourrait vraiment dire que c'est des cinéastes assez éloignés dans ce qu'ils font, alors peut-être pas tant que ça finalement. Et je voulais savoir si vous pouviez nous dire pourquoi Bava fait du cinéma. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire du cinéma ? Est-ce que c'est venu par hasard justement suite à cette collaboration ? Est-ce qu'il est motivé par quelque chose ? Est-ce qu'il a été formé d'une manière particulière ? En fait, il l'a dit, mais en fait, il est fait du cinéma pour une raison toute bête, qui est que son père... faisait des décors, des objets pour des décors dans des films déjà pour Cinecittà à l'époque. Bon. Et chez lui, Mario Bava, donc il vivait évidemment avec ses parents, et il le disait lui-même, la plupart des meubles étaient remplis d'objets absolument incroyables qui servaient toujours à son père. Alors voilà, une horloge, une soucoupe volante, un temple pour un péplum miniature, etc. Et c'est comme ça qu'il a contracté le virus du cinéma. Et il l'a contracté, c'est ça qui est assez drôle, pas en voyant des films au début, même si après il va en voir une quantité évidemment importante, mais il l'a contracté, mais vraiment presque comme les cinéastes pionniers, si vous voulez, de façon très primitive. L'idée du trucage, comment faire croire que. Et au fond, ça aurait presque pu le mener au théâtre, à la limite, vous voyez ce que je veux dire ? Non, ça l'a amené au cinéma, mais c'est vraiment par ça, par cette idée de créer de l'illusion à partir de certains objets, et puis voilà, il a commencé. Puis parce qu'il s'est surtout rendu compte que, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé les effets spéciaux optiques. Oui, Bava, c'est pas quelqu'un qui prenait des sculptures, des masques, qui construisait des choses. C'est quelqu'un qui
prenait un décor, un lieu, et qui disait comment le transformer, mais uniquement avec des solutions optiques, avec des focales inversées, des miroirs, des effets spéculaires. C'est-à-dire qu'en fait, il ne touchait pas en fait, le décor, il fabriquait rien, mais il le modifiait mais radicalement, uniquement à partir d'effets optiques. Hein. C'est pour ça que ça a été, alors que d'autres ont été spécialisés dans un autre type d'effets spéciaux. C'est pour ça que quand on dit effets spéciaux chez Bava, non, c'est plutôt des effets optiques. Hein. Et notamment, enfin, il est connu parce que ça a été, je pense à une émission d'art qui est disponible sur le DVD en bonus de La Baie Sanglante, qui est une des rares apparitions de Bava à la télé, parce que c'était aussi une époque où les cinéastes apparaissaient peu. Hein. Voir Bava parler, c'est quand même, c'est le Graal, quoi. Alors qu'aujourd'hui, les cinéastes, au bout de 6 mois, n'en peuvent plus, ils ont déjà tout dit, ils ont fait un court-métrage, c'est atroce. Alors qu'à l'époque, non. Et Bava, c'est une émission de 72, et c'est une émission où on commence à s'intéresser au phénomène des effets spéciaux, et on a invité 3 individus, 4 plutôt, dont Bava, le fameux Carlo Rambaldi, et c'est assez fascinant parce que l'animateur télé pose des questions à Bava, justement, sur ce qu'on se disait là. À savoir comment vous êtes venu au cinéma, pourquoi, tu racontes mon père, formidable, etc. Et il va montrer en direct un effet spécial, et là il prend une actrice qui est là, et il explique finalement, alors c'est un peu compliqué, mais en badigeonnant l'actrice de bleu, hein, et en lui faisant des traits rouges, s'il éclaire avec certaines lumières, elle est très très belle, et s'il supprime certaines lumières, dont le bleu, on dirait un zombie. Autrement dit, il réalise en direct une sorte de happening complètement dingue à la télévision, avec juste 2 projecteurs, ce que c'est qu'un effet spécial à la Bava. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas modifié le personnage, hein, c'est juste en changeant les lumières, ou à un autre moment, il fera intervenir un personnage dans un décor minuscule, il va le faire intervenir comme si c'était un tout petit, un Lilliputien, il le fait uniquement grâce à des miroirs, à des lentilles, etc. Et ça, il le fait en direct. C'est vraiment ça les effets spéciaux de Bava. Alors que Rambaldi, dans cette émission, lui explique qu'il n'a pas encore fait Alien à l'époque, hein, c'est intéressant. Il est déjà en train de montrer comment il arrive à animer des animaux mécaniques. Alors, des trucs extrêmement compliqués, il fait bouger une petite araignée, et puis un corbeau, et puis un crocodile. On voit déjà le type extrêmement doué, c'est évidemment très impressionnant. Mais c'est pas tout le même type de trucage. Donc, Bava, il est rentré, on pourrait dire, dans le cinéma. Alors, pourquoi c'est intéressant? Pour plein de raisons, mais aussi parce que les gens qui n'aiment pas Bava, à l'époque, disaient le zoom, par exemple. Aujourd'hui, le zoom, ça n'a pas très bonne réputation. Il y a très peu de cinéastes qui utilisent le zoom. Et pourtant, dans les années 60 et jusqu'au début des années 70, il y a eu un grand moment du zoom partout. Même Kubrick le faisait. Hein. Et notamment en Italie. Le zoom, c'était vertigineux, le nombre de zooms qu'on avait. Bon. Et là, vous avez vu, à certains moments, il y a des triples zooms. C'est quelque chose d'impensable aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça a une mauvaise réputation. À l'époque, non. Même si la critique ne l'aimait pas beaucoup. Et on voit bien combien est-ce que chez lui le zoom n'est pas un tic. Vous voyez ? C'est pas l'effet du pauvre. Hein. Comment il s'en sert comme une solution esthétique en permanence. C'est-à-dire qu'il veut montrer, hein, c'est à la fois la réaction, l'action, comment est-ce qu'en rentrant à l'intérieur d'une image, parce que le zoom c'est un déplacement artificiel, parce que la caméra ne bouge pas, hein, en rentrant à l'intérieur d'une image, on modifie sa matière, on modifie le rapport du personnage. Hein. On voit bien combien est-ce que Bava, en fait, au début il s'est intéressé à des effets optiques, et petit à petit il a donné un sens à ces effets optiques-là. Hein, et c'est ce qu'on voit dans la Baie Sanglante. La façon dont filment les personnages, hein, comment ils sont pris optiquement, les altère, les modifie physiquement. Hein. Donc au début, c'est vraiment une sorte de... Ouais, un apprenti, un truc un peu artisanal. Bon. Et peu à peu, il a compris que lui, il racontait un truc avec ça. Voilà. Et pas uniquement transformer une femme en zombie, d'accord. Mais que plus profondément, ce qui est le plus, à mon avis, novateur chez Bava, ces effets, c'est magnifique, bien sûr, mais c'est la façon totalement, on pourrait dire, inclassable dont il filme. Hein, pas du tout orthodoxe. Vous avez vu les raccords, les passages dans le flou, c'est des choses que dans aucune école de cinéma, on conseillerait à des gens de filmer comme ça. Aucune. Et pourtant, évidemment, là, on se dit, il y a quelque chose qui a une forme qui apparaît, c'est courageux, hein, c'est très très beau. Moi, je trouve ça très très beau. Cette idée de rester dans le flou par moment pendant 3 secondes, c'est une chose absolument incroyable. Et d'ailleurs, alors, il faudrait après avoir, vous savez, comme un DVD, faire des arrêts, des pauses, etc. Mais il y a des moments, dans certaines séquences, je vous conseille de revoir le film si vous avez l'occasion, c'est que, notamment vers la fin du film,
On commence avec un plan, on pense que c'est un arbre extrêmement gros, et la caméra recule, et on se rend compte finalement que c'était une petite branche prise dans le reflet d'un œil. Autrement dit, l'optique, elle nous trompe en permanence sur ce qu'on est en train de regarder et de quel point de vue on est en train de regarder. Et ça, je trouve ça passionnant. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Donc, je vous souhaite un bon été, ou si vous partez, et donc, j'espère rendez-vous c'est quoi, au septembre ou octobre ? Octobre. Voilà, donc en octobre prochain, et là on repart chez nos amis les Américains.